Monaco Info pour cette nouvelle édition. Tout de suite, vos titres en images. Nous ouvrirons ce journal avec la COP22 et ses enjeux. Retour sur la remise des prix du concours de création d'entreprise qui vient de se tenir en Principauté. Nous vous parlerons ensuite d'e-santé, l'une des révolutions en matière de santé. La présidente de l'AFM Téléthon, Laurence Thienot-Herman, vient de donner une conférence au Fairmont Hotel. Un nouveau cycle pour le Pen Club de Monaco avec de nouvelles séances et ateliers découvertes dans ce journal. Un an après l'accord historique conclu à Paris lors de la COP21, quels sont les enjeux de cette nouvelle conférence qui se tient à Marrakech jusqu'au 18 novembre? Les explications d'Alexandra Pagny sur des images de Sylvain Péroumal. Près de 180 États étaient représentés mardi à la 22e conférence des Nations Unies sur le climat à l'occasion de l'ouverture du segment de haut niveau. Rappelons que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée en juin 1992 à Rio, a pour objectif de limiter les effets du changement climatique en stabilisant les concentrations de gaz à effet de serre. La COP22, voulue comme la conférence de l'action, a pour ambition de mettre en œuvre les objectifs fixés l'an passé à Paris. La présidence marocaine a souhaité que le continent africain puisse bénéficier d'une attention particulière lors de cette conférence internationale afin de valoriser les mécanismes de coopération sud-sud. L'accès au financement est également une préoccupation majeure. Le plus frappant, c'est la mobilisation générale de tous les acteurs non étatiques, de toutes les forces vives mondiales qui se sont rassemblées à Marrakech. Le rassemblement de Marrakech est juste exceptionnel pour une COP. Et ceci, s'il veut dire quelque chose, il témoigne tout simplement de l'urgence et de la prise de conscience mondiale par rapport à cette urgence. Nous sortons d'une réunion où d'investisseurs et de philanthropes qui ont mis la main dans la main pour trouver des solutions, pour augmenter les échelles de projets, rendre je dirais palpable toutes les promesses de Paris et puis donner accès à l'eau potable, donner accès à l'énergie, donner accès à la sécurité alimentaire grâce aux philanthropes dont l'argent va se servir de levier et grâce aux investisseurs qui vont aller dans des projets beaucoup plus importants. Le prince Albert II s'est exprimé ce mardi au nom du groupe d'intégrité environnementale auquel la principauté appartient aux côtés du Liechtenstein, du Mexique, de la République de Corée et de la Suisse. Il a souligné l'importance de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris 11 mois seulement après son adoption à la COP21. La principauté était le 100e pays à ratifier cet accord en octobre dernier. La COP22, ce qui est important, c'est qu'elle est vraiment le prolongement de cet accord de Paris et qu'elle doit se faire dans le même esprit créatif et vraiment sur une lignée qui est vraiment lancée. Tout le monde y croit, tout le monde veut y croire et tout le monde s'active à aller dans le même sens. Alors la COP22, c'est quoi? C'est surtout la COP de l'action, c'est la COP de l'innovation et c'est la COP du partage des solutions. Nous avons participé au sein de cette COP 22 à un colloque sur l'interdiction des sacs en plastique. Je rappelle que Monaco, déjà, depuis le 1er juin de cette année, a interdit l'utilisation des sacs plastiques à usage unique et s'est engagé également en faveur d'une mobilité douce avec beaucoup d'actions au sein de la principauté de Monaco. Le soutien aux pays moins avancés en matière environnementale et notamment en faveur des petits États insulaires en développement est également un pilier de l'action du gouvernement monégasque. Ces États sont les premiers impactés par les effets du réchauffement climatique. Cette conférence est le moyen pour eux de faire entendre leur voix auprès des plus grandes nations. On doit prendre prise de conscience. C'est un problème non seulement au point de vue de moralité, mais c'est notre survivre comme peuple, comme humanité. Donc c'est le même message qu'on passe chaque fois qu'on se trouve ici. Lors de cette session de haut niveau, de nombreux chefs d'État ont rappelé la nécessité de mettre en œuvre rapidement l'accord de Paris et à respecter les engagements qui ont été pris depuis la COP21.
Vous l'avez vu dans ce précédent reportage, le prince souverain s'est exprimé ce mardi lors du segment de haut niveau de la COP 22. Il revient sur le chemin parcouru depuis l'adoption de l'accord de Paris et les engagements de la principauté. Je crois que l'ambiance et le sentiment autour de cette COP22 est tout à fait positif parce que j'ai vraiment senti de la part de tous les États, de tous les groupes, et bien sûr celui d'intégrité environnementale, au nom duquel je m'exprimais aussi aujourd'hui, qu'il y a une volonté vraiment de faire vivre cet accord de Paris, de le faire entrer en vigueur, bien sûr, tous les pays qui l'ont déjà ratifié, mais aussi ceux qui ne l'ont pas encore fait, de continuer dans le même état d'esprit qu'à la COP21 à Paris et de commencer vraiment les actions concrètes et la mise en place des mécanismes et de réduction de gaz à effet de serre dans les pays et de durabilité vraiment à tous les niveaux. Et ça, je crois que c'est très très important. C'était très important aussi comme j'ai pu le dire déjà plusieurs fois, de mettre les océans et le rôle des océans encore au premier plan, de parler de tous les dangers qui nous guettent, de toutes les menaces, mais aussi des solutions que l'on peut apporter. Je suis très touché que l'on me cite un exemple, mais je crois que c'est un travail d'équipe et c'est un travail non seulement collectif au sein de la principauté, mais bien sûr en dehors et d'État à État, entre les organisations, entre toutes les parties prenantes, qu'elles soient liées à l'accord ou qu'elles soient en périphérie de l'accord de Paris. Je crois qu'il nous faut tous continuellement se remettre en question, mais aussi trouver ensemble les bonnes solutions pour notre futur. Alors bien sûr, la principauté, vous le savez, a mis des objectifs très ambitieux dans cet accord et dans nos engagements. Ça touche bien sûr aux énergies, ça touche aux modes de transport. Depuis longtemps, nous nous préoccupons de la mobilité propre et elle devient, je crois que ça commence à devenir vraiment sensible à Monaco et ça devient une réalité. Il y a de plus en plus de véhicules ou hybrides ou électriques, et puis les autopartages, les vélos à assistance électrique, tout ça contribue bien entendu à réduire les gaz à effet de serre générés par les transports. Mais aussi, bien sûr, il nous faudra progressivement éliminer les systèmes de chauffage qui font appel au fioul domestique. Et ça va être un élément très important de notre transition énergétique et de notre diminution de rejet de CO2. Et je crois que ça va prendre du temps, mais on va y arriver. On va proposer différentes solutions qui sont bien sûr plus propres et qui sont plus durables. Et je crois que avec cela, mais aussi avec d'autres systèmes à mettre en place, en faisant appel à d'autres énergies renouvelables, nous arriverons à nos objectifs et en 2030 et en 2050. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Le ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia, participait également ce mardi à une réunion ministérielle sur la santé, l'environnement et le climat organisée par l'OMS. Elle a rappelé dans son discours le soutien de la principauté aux actions menées par l'OMS dans le domaine de la protection de la santé face aux conséquences du changement climatique et a souligné l'importance de favoriser les actions d'atténuation et d'adaptation qui génèrent des bénéfices directs sur la santé, tels que le développement d'une politique de mobilité propre. Dans le cadre des manifestations de la fête nationale, les traditionnelles attributions de décoration viennent de débuter à Monaco. Très attendues chaque année, les médailles du travail ont quant à elles été remises au musée océanographique. Dans le cadre du Monaco Business, le salon des entrepreneurs, la Jeune Chambre économique de Monaco a organisé ce mardi à l'auditorium Régnier 3 sa traditionnelle cérémonie de remise des prix du concours de création d'entreprise. Le reportage de Dominique Poulain.
La jeune chambre économique de Monaco a dévoilé les vainqueurs de son 21e concours de création d'entreprise. La cérémonie se déroule à l'auditorium Régnier 3. 8 dossiers ont été retenus pour la phase finale, mais 2 projets retiennent particulièrement l'attention du jury. Le prix du gouvernement, autrement dit le prix du meilleur projet, est attribué à Toudi, une solution en ligne imaginée par le jeune monégasque Alexis Lanari. Une solution pour faciliter la création d'applications pour les mobiles, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Le prix est remis par Jean Castellini, conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. Une prime gouvernementale de 40 000 € accompagne ce prix. Étudiant à Centrale, à Lille, le lauréat n'est pas présent dans la salle. C'est sa maman qui le représente. Lui est en vidéoconférence pour les remerciements et la présentation de son projet. Un projet qui a fait l'unanimité auprès du jury. Ce qui a fait la force du projet Toudi, c'est 2 choses. C'est que c'est un projet qui est totalement innovant puisqu'on est vraiment sur une nouvelle technologie avec une solution qui va permettre pour le particulier comme pour le professionnel de créer son application. Et la deuxième force, c'est le porteur de projet. Vraiment un jeune qui a 21 ans, un jeune monégasque en plus, et qui a l'avenir devant lui et qui va certainement faire ce projet et puis qui en lancera certainement d'autres par la suite. Le 2e prix décerné est le prix du partenaire, remis par un dirigeant de la société Atos. C'est Sébastien Ferraz qui est récompensé pour Lagosta, une société innovante en aquaculture spécialisée dans l'élevage de langoustes royales. Des produits de luxe qui seront élevés biologiquement toute l'année et de différentes tailles. Le lauréat se voit remettre un chèque de 5 000 €. Ce concours est considéré comme le tremplin pour la réussite. Ça démontre le dynamisme du tissu économique, ça fédère également les professionnels de la place, ceux qui sont déjà entrepreneurs, ceux qui rêvent de l'être. Et surtout, ça réveille des ambitions chez les jeunes de moins de 40 ans. Ce concours de création d'entreprise a vu le jour il y a 21 ans. Sa vocation est de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes et de les aider à la création de leurs entreprises. Ce concours il a été créé au sein de la Jeune Chambre économique de Monaco. Il a déjà 21 ans. 21 ans où il a été mis en place justement parce qu'on a constaté qu'il y avait énormément de jeunes qui essayaient aujourd'hui de créer leurs entreprises en principauté. Et on voulait essayer de leur apporter une aide supplémentaire grâce au gouvernement qui nous aide chaque année avec une belle prime gouvernementale pour les aider à se lancer et aussi à pouvoir poursuivre tout au long de l'année. Et les 2 lauréats, Alexis et Sébastien, seront peut-être les porte-drapeaux du Monaco de demain et seront peut-être aussi de futurs générateurs d'emplois. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Toujours dans le cadre du Monaco Business, l'e-santé a fait l'objet d'une table ronde. L'e-santé ou la santé numérique est l'une des révolutions en matière de santé et elle est au cœur des préoccupations du gouvernement princier ainsi que des professionnels de la santé. Et les explications de Stéphane Valéry, le ministre des Affaires sociales et de la Santé à Monaco. Après la découverte des médicaments qui permettent de manière chimique de soigner et d'améliorer les maladies, après la création des robots qui commencent à intervenir de manière très précise dans la chirurgie, l'e-santé est certainement l'avenir. Donc la principauté de Monaco ne peut pas être absente de cette évolution. Le but étant évidemment toujours de mieux soigner, de soigner toujours avec plus d'efficacité les patients. Et donc Monaco a un certain nombre de projets en ce domaine. Nous avons un salon de la santé connectée depuis 2 ans qui réunit tous les professionnels mais qui s'adresse aussi au grand public et qui montre que Monaco est un lieu effectivement de rencontres internationales pour la santé connectée. Et puis nous avons des projets purement monégasques. Nous avons la chance d'avoir un docteur, le docteur Patrick Couder, qui est un précurseur en ce domaine, qui a donc inventé un logiciel multiplateforme, Ascamon, qui est aujourd'hui utilisé par des instances internationales sportives de premier plan, qui permet de suivre la maladie, les évolutions de la santé des grands sportifs et donc de mieux les soigner, de mieux les suivre. Et puis nous avons voulu au gouvernement faire profiter justement cette technologie à un certain nombre de populations fragiles en principauté. Nous avons offert une carte numérique à toutes les personnes ayant le statut de handicapé en principauté, c'est-à-dire des populations fragiles qui ont évidemment besoin des médicalement plus souvent que d'autres, de soins. Ça permet de stocker toutes les informations sur leur parcours de santé, ça permet de mieux échanger les informations entre médecins
Et nous allons dans les prochains mois offrir cette carte à toutes les personnes qui relèvent du centre de coordination gérontologique à Monaco, donc tous nos aînés, tous les résidents aînés de plus de 65 ans qui ont besoin d'un plan de soins à domicile ou en institution de santé ou en maison de retraite. Je crois que c'est important, ça permettra là encore de mieux suivre leur parcours de soins et d'améliorer encore la qualité des soins que nous pourrons leur prodiguer. Le Téléthon fête ses 30 ans cette année. En amont de ce rendez-vous annuel, la présidente de l'AFM Téléthon, Laurence Thienot-Herman, vient de donner une conférence au Fairmont Hotel, l'occasion de faire le point sur les avancées des recherches concernant les maladies rares. Le reportage est d'Émilie Rousseau et d'Olivier Bonello. Depuis septembre, Laurence Thienot-Herman sillonne les routes de France pour animer des conférences-débats. Un rendez-vous important pour la présidente de l'AFM Téléthon qui permet de rendre compte aux bénévoles, aux donateurs, aux sponsors des actions réalisées par l'Association française contre les myopathies. L'occasion également de revenir sur 3 décennies de recherche. Il y a 30 ans, une demi-douzaine de gènes à l'origine des maladies rares étaient connus. Aujourd'hui, 4000 gènes ont pu être répertoriés, 4000 gènes qui permettent de mettre un nom sur la maladie et convenir d'une prise en charge médicale adaptée. Aujourd'hui, justement dans les déficits immunitaires, il faut savoir qu'il y a à peu près 80 enfants dans le monde qui ont été traités par thérapie génique et qui vont bien. Alors que de ces maladies, ils seraient décédés puisque l'espérance de vie est très très limitée. Donc c'est déjà un premier pas, ça concerne des déficits immunitaires, donc des maladies extrêmement rares qui font que les enfants n'ont pas de défense immunitaire et donc ils peuvent décéder évidemment s'ils chopent n'importe quel virus ou n'importe quel microbe. Il y a d'autres maladies qui aujourd'hui pour lesquelles il y a des essais chez l'homme. Alors ça ne veut pas dire que ça marche encore, on est vraiment en train de tester des médicaments. Mais pour ces maladies, il n'y avait strictement rien il y a 30 ans. Donc il faut voir comment on a progressé, bien sûr. Et on espère, bien sûr, que, par exemple, sur des maladies rares de la vision, il y aura dans les prochaines années des succès thérapeutiques. Et puis ensuite, maladies rares du foie, maladies rares des muscles. Donc, quelque part, de transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. Au fil des années, ces maladies sont passées de l'ombre à la lumière. Des essais puis des thérapies innovantes ont prouvé leur efficacité, offrant une espérance de vie plus grande aux personnes malades, un espoir vers la guérison. Cette année, comme je l'ai déjà dit, nous présentons la 30e édition, donc c'est encore une date clé qui ne doit pas être la fin de l'aventure, mais le début des 30e années du Téléthon, puisque là on arrive, comme a dû vous le dire probablement la présidente tout à l'heure, vers les thérapies, médicaments, et il ne faut surtout pas lâcher, c'est là qu'on a besoin de continuer pour que toutes les découvertes qui ont été faites jusqu'à ce jour permettent d'aboutir à notre mission qui est celle de guérir. Et la principauté prouvera encore son attachement au Téléthon avec son village sur le port Hercule. Plusieurs animations seront proposées pour récolter des dons. Et nouveauté cette année, un match fil rouge, 24 heures de volley-ball. Le rendez-vous est donné les 2 et 3 décembre prochains. Le nouveau cycle du Pen Club de Monaco vient de débuter. De nouvelles séances et de nouveaux ateliers sont proposés jusqu'à la fin du mois de mars. Plus de détails dans ce reportage de Sandrine Nègre, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. 6 séances de 2 heures, comme celle-ci au cœur de la maison des associations. Les ateliers de littérature du Pen Club de Monaco sont placés sous le signe de la lecture et de l'écriture. Pour cette année 2016-2017, le cycle s'intitule Drôle de lettres et comme son nom l'indique, il va vous permettre d'approcher des correspondances très intéressantes. Dans un premier temps, l'atelier de littérature est consacré à l'examen collectif des textes, sans aucun pédantisme littéraire. Donc tout le monde peut participer et échanger avec l'ensemble du public qui sera présent. Dans un second temps, après avoir approché le texte, lecture, puisque c'est lire pour écrire tout de même, il y aura écriture ou ébauche d'écriture pendant l'atelier. Pour ceux qui seront assidus, évidemment, je pense qu'ils vont s'habituer à la façon de procéder, mais n'importe qui peut prendre l'atelier en route, il n'y a aucun problème. Venir à une seule séance, parce que les séances suffiront à elles-mêmes. Il faut quand même préciser que nous ne réussirons pas à écrire, les participants ne pourront pas écrire un texte en 2 heures, puisque les ateliers durent 2 heures, mais ils pourront retravailler leur texte chez eux et ensuite les envoyer donc, par mail
pour que je puisse les apprécier. Et la séance suivante, quelques textes seront projetés et commentés. Des ateliers littérature qui s'inscrivent bien sûr dans le cadre des missions du Pen Club, et des missions poursuivies depuis de nombreuses années. Le Pen Club de Monaco est une association internationale, à l'origine créée en 1921, et l'antenne monégasque existe depuis 1968. Nous allons bientôt fêter d'ailleurs ses 50 ans. C'est une association à Monaco qui a été créée par le premier prix Théophraste Renaudot, qui s'appelle Armand Lunel, dont nous avons la chance d'avoir ici d'ailleurs le petit-fils, et qui a comme activité principale la promotion de l'écriture. Cette promotion se fait depuis longtemps à travers une revue annuelle dans laquelle les sociétaires écrivent. Nous avons également 3 prix d'écriture, des concours, qui sont proposés. Pour l'un, le prix Armand Lunel, nouvelliste. Il s'agit d'écrire une nouvelle de 25 à 30 pages. Et nous avons acquis un renom international pour ce qui est de ce concours. Nous avons mis en place un second concours destiné aux lycéens, les 1000 mots. Les lycéens répondent à des questions au choix en 1000 mots. Et enfin, cette année démarre un 3e prix littéraire, le prix d'écriture théâtrale, en collaboration avec le Centre méditerranéen d'études françaises et la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Une année bien remplie pour le Pen Club de Monaco. À noter d'ailleurs dans vos agendas la prochaine séance atelier, le vendredi 25 novembre de 18h à 20h, toujours à la Maison des Associations. Inscription sur place ou par mail à l'adresse qui s'affiche actuellement. Passons à présent en revue la carte météo. Jeudi, le temps sera agréable, accompagné d'un beau ciel bleu et de températures douces. Les maximales atteindront les 18 degrés. Le temps changera ensuite radicalement avec l'apparition de nuages orageux vendredi et l'arrivée de la pluie avant la nuit. Samedi et dimanche, le ciel se partagera entre le gris et le bleu. Quant au début de la semaine, il sera plutôt mitigé avec des nuages pouvant parfois être menaçants. La suite de vos programmes sur Monaco Info avec le magazine d'Émilie Rousseau consacré à l'AS Monaco FC, suivi d'une rencontre présentée par Sandrine Nègre et qui aura pour invité l'écrivain Gérard Aubert. À très vite.